Café Balzac de Belka, imprimé en juin 2021, début de rédaction le 26 juillet 2011, fin de rédaction le 26 août 2011. Quatrième de couverture. Dans ce bouillon de culture joué dans une chorégraphie électrique, le narrateur construit un pont entre les parents et les enfants, les profs et les élèves, l'ICA et Sartre, le Nord et le Sud, la modernité et le progrès, l'Orient et l'Occident, les garçons timides et les filles audacieuses, la paix et la guerre, Paris et Berlin, un chevalier servant espagnol et une beauté orientale des mille et une nuits, paraît-il. Belka restitue à l'humain sa face généreuse à travers Café Balzac. Ce texte vertigineux incite à plus de respect partout. C'est le 7e roman de l'auteur. Exergue. Nous avons tous perdu le pont de spiritualité. Assis sur la rive de terre, nous n'apercevons celle d'en face qu'à travers un brouillard lourd. Bouffis, ventrus, alourdis de richesse et de vitesse vulgaire, nous vivons coupés de l'autre rive dont nous n'avons plus idée. Qui reconstruira ce pont? L'art des ponts, Michel Serres. L'histoire suivante n'est ni une biographie, ni un manifeste politique. Il s'agit d'une fiction. L'auteur se donne beaucoup de liberté dans la ponctuation, son but étant de proposer une sorte de musicalité et de lenteur. En outre, il estime que le sens des mots, loin d'être, ne s'arrête pas au sens donné par le dictionnaire. Pour l'auteur, oui, votre serviteur, le sens se calcule en temps réel, en fonction d'un contexte précis. Ce roman est passé par plusieurs avatars. Jusque-là, il a porté les titres suivants. La gouvernante new-yorkaise, la gouvernante de Boston, la page des célébrités, fucking puissance nucléaire, crazy puissance nucléaire, belle modernité nucléaire, le pont de Fujita, le teuf et le néant. Et maintenant, Café Balzac. Préambule. James avait été, à l'entendre, à la recherche d'un auditeur attentif, respectueux, loin de le moquer ou de le juger. En moi, Joey, il a trouvé cet auditeur fraternel, si j'ose dire. Oui, il eut peur d'être moqué ou jugé à propos de sa critique sans concession, mais de mauvaise foi, bien entendu, d'une certaine modernité focalisée sur la consommation de masse, jusque dans les relations humaines, privées ou publiques, amicales ou familiales, voire amoureuses. Vit surtout sans cesse en train de broyer l'humain et je le cite. Cette critique a été couchée dans un essai qu'il intitula Le pont de Fujita et que nul éditeur ne voulait prendre le risque de publier même dans une version numérique en édition limitée. À force d'essuyer des refus, il quitta Paris dès qu'une occasion providentielle se présenta à lui, une rencontre de cœur avec Lika, elle-même moquée par le milieu artistique de Saint-Germain, vu qu'elle est depuis toujours politiquement incorrecte dans sa lecture de l'histoire de la littérature française
et sa critique épidermique de l'œuvre de Jean-Paul Sartre et Camus. Ce fut à Berlin, dans un café au nom français, que James me dit tout. Il venait pour une séance dédicace. En effet, son essai, Le pont de Fujita, a été revu et corrigé par sa femme slave, Lika, qui l'a traduit en allemand. Un éditeur l'a immédiatement accepté. Ce jour-là, à Berlin, James m'accueillit comme un frère. Il vit en moi l'auditeur parfait, idéal. Apparemment, son essai a été tronqué par sa propre volonté. Ainsi donc, la version française non publiée et la version allemande publiée ne seraient pas les mêmes. À l'entendre, il faisait plaisir à Lika, sa femme enceinte, et qu'il ne voulait pas contrarier au risque de la perturber et lui causer une fausse couche. Il eut peur de perdre son unique enfant, comme Don Juan. Sa femme eut donc à réécrire le texte initial de fond en comble. Elle tentait de coller aux attentes du marché berlinois et de façon plus large germanique. Je venais à cette séance dédicace en ma qualité de directeur éditorial d'une jeune maison marseillaise créée 8 mois plus tôt, et je voulais intégrer le livre de James dans notre collection littérature étrangère. Au courant du contenu travesti de l'édition allemande, je dis à James que je lui prenais la version française, recalée par les maisons de Paris et tronquée par Lika pour en produire une version allemande qui finalement n'est que l'ombre de celle authentique de James. Un texte allemand attribuable à Lika, voire un texte à 4 mains. Ainsi donc, j'ai décidé de séjourner pendant 1 semaine à Berlin. James m'hébergeait, ce qui m'évitait une facture salée en nuitée d'hôtel que ma maison marseillaise aurait logiquement refusé de payer, puisque je devais au départ n'y séjourner qu'1 nuit. Pendant 7 jours, James et moi, chaque matin, partagions le petit déjeuner à Berlin. Et il m'expliquait le vrai message de son pont de Fujita dans sa version française qui, James le regrettait, était loin de moquer Paris, Jean-Paul Sartre, les mendiants de Saint-Germain, la cuisine française et la modernité dans ses travers et ses lendemains tellement prometteurs, capables de faire se parler le Nord et le Sud, l'Orient et l'Occident, les patrons et les salariés, les parents et les enfants, les autochtones et les migrants, etc. Avant de quitter Berlin, Lika et James, j'ai promis à l'auteur du pont de Fujita de soumettre à notre comité de lecture la version française refusée. Sa prétendue sœur jumelle, allemande, me semblait véhiculer l'air malsain de la ville et de l'hypocrisie, dans le but de séduire le lecteur moderne, en allant dans le sens du vent et de la doxa ambiante. Invitation à la consommation de masse, à la compétition et le refus de dialoguer quand un conflit survient entre 2 humains, à la maison, à l'école, en entreprise et partout. La version française, telle défendue par James, m'allait très bien. En revanche, elle ressemblait à un manifeste politique ennuyeux. Je suggérais à son auteur, en cachette de Lika, de l'enrichir pour en faire un roman. Mon ami d'enfance se tut. Je lui étalai ma technique. Rajouter une couche supérieure, introduire un narrateur, décrire James en action chez lui, au bureau, dans sa vie sociale, ses réflexions et ses flux de conscience présents dans la version actuelle. Je prévoyais de finir la fiction
avec le départ de nos tourtereaux, Lika et James, vers Berlin. Un mois plus tard, je lui adressai la nouvelle mouture qu'il valida à la première lecture. Alors je lui suggérai un nouveau titre, Les étrangers de Berlin. 6 mois après, je publiai ce roman dans notre collection Littérature française. Et j'envisageais des traductions dans beaucoup de langues. Pour la traduction en allemand, j'en parlerai avec James et réserverai l'exclusivité à Lika, mais une fois celle-ci rétablie de son accouchement. Oui, elle donnait la vie à des jumeaux, un garçon et une fille. Juba était le garçon, Séléné la fille. En hommage au roi berbère de Césarée, Cherchel de nos jours, ayant épousé la fille de Cléopâtre et Marc-Antoine. Fin du préambule. Les étrangers de Berlin. Exergue. Il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires. On les franchit comme des ponts et l'on va plus loin. L'éducation sentimentale. Gustave Flaubert. Alors, puisque je ne pouvais plus répondre aux obligations que la vie m'avait imposées ou que je m'étais imposées moi-même, pourquoi ne pas casser la coquille vide qui, depuis 4 ans, faisait comme si? La fêlure. Francis Scott Fitzgerald. Chapitre 1. Ce soir, en plus de lever les zones d'ombre sur le mensonge de Miguel de Cervantes, la virgule passerait en revue les sorties littéraires de septembre. Un fait divers truculent. Le pain béni de Rosalca était dans toutes les langues. Une fois ne serait pas coutume. En effet, Léa entamait son émission par ce fait divers. Au passage, le pain béni de Rosalca serait en train d'être adapté au théâtre. Il se jouerait dans 6 mois sur la scène du théâtre de l'humour corrosif. De quoi parle ce fait divers? Il était une fois, descendant une rue de la ville rurale de Nogense, un mendiant, se donnant pour nom fouilleur de poubelles. Intérimaire au ministère de l'Emploi et de la Solidarité, il glanait, mardi et jeudi, les restes avariés, bons, de fin de marché pour manger à sa faim. La légende rapporte ceci: ce fouilleur de poubelles des années 60 et 70, cet accidenté de la vie, tel que désigné par notre époque indignée, n'a jamais volé ni agressé personne. Il arrondissait les fins de mois difficiles grâce au reste des fins de marché, légumes, fruits en train de pourrir, poissons, poulets, fromages ou pain de campagne invendus, offerts par les maraîchers, les poissonniers, les bouchers, les fromagers et les boulangers ambulants. Ce matin, James, en écoutant la radio, apprend qu'il se murmurerait une nouvelle bien risible. Elle concerne la ville de Nogens, la cité du Jobard des années 60 et 70. Dans cette localité, jadis française de Caroline du Nord, le maire vient de voter un arrêté strict anti-glanage contre les glaneurs de poubelles publiques. L'élu communal espère ainsi lutter contre les détritus salissant la belle Nogens américaine. Un mendiant pris en flagrant délit, glanant le fond des déchets ménagers, paiera une amende bien salée. Aïe, aïe. James constate que l'homme politique a honte devant les classes déchues qui végètent pourtant de façon assez
honorable. Et oui, le net humain ne badine pas avec l'ordre public. Au lieu de les encadrer, à peine élu, le député-maire enfonce les clochards, ou bien assimilés comme tels, dans le trou de la misère abyssale. Strict, il aggrave la fragile situation de ceux et celles qui en bavent chaque jour. James en conclut que ce dirigeant est implacable. Et la femme? James remarque que la nette humaine, endettée, sans emploi, peut se venger sur le premier venu. Elle est aussi implacable et même plus criminelle que son net humain. Drôle et morne époque digitale. Pour revenir aux révélations promises relatives à la tricherie de Cervantes et son plagiat présumé des Mille et une nuits, ce soir-là, la virgule n'avait rien apporté de sensationnel, car l'invité attendu avait fait faux bond à Léa. Affaire à suivre, le souffle coupé, comme si l'on suivait Aladin et sa lampe merveilleuse. Fake news, peut-être. En tout cas, la rumeur courait. Cervantes aurait plagié les Mille et une nuits. Rumeur où Don Quichotte bashing, le grain à moudre était au rendez-vous. Il s'agissait d'une aubaine pour les journalistes sérieux ou folliculaires. Les médias en parlaient sans pour autant donner une preuve tangible. La virgule de Léa, une émission diffusée à 19h18 pile, une heure de grande écoute. Léa ou l'auteuse du Volcan du vendredi. Miguel de Cervantes, le bon fils, ce rêveur né de Tarragone, fait prisonnier par des pirates ottomans, algérois, du XVIe siècle. Petit 2 du chapitre 1. En attendant ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé, relatif à l'union entre l'Orient et l'Occident, vu sous l'angle de l'esthétique des légendes, attardons-nous sur le féru des médias sociaux que nous appellerons net humain. Bizarrement, il se bouche les oreilles pour mieux écouter le monde extérieur. D'après James, le net humain se bouche fort, Louis. Miracle de la technologie, il peut écouter tout, visiter les actualités et se replonger dans l'histoire des civilisations. Et ça marche! En se bouchant les oreilles, en fermant bien les yeux et bouche cousue, il communique écoute-parle comme jamais personne ne l'a fait avant lui. Équipé et formé, il accède au savoir à domicile, dans le bus, sur la plage, partout, à tout instant. Ce progrès a un prix, des avantages, des inconvénients. L'appareil, fournisseur de ses richesses culturelles, scientifiques, a pulvérisé tous les records de vente puisqu'il s'écoule comme des petits pains. Aux dernières nouvelles, il s'est vendu à des millions d'unités. D'ailleurs, ce 25 juillet 2011, Fred vient d'en acquérir le numéro 100 millions. Fred passe son temps à se faire plaisir, en tout point de vue. Tour du monde, achat fantaisiste, séduction d'une nouvelle femme fréquemment. Il est vrai que le net offre une vaste vue et un large accès au beau sexe que l'on peut solliciter à toute heure en tout lieu. Quel que soit le langage choisi, vulgaire ou soigné, la probabilité de séduire est presque égale à 1, tellement des kilos de formes humaines circulent libres jour et nuit sur la toile. Libre, célibataire et nomade, James, collègue de bureau de Fred, en use et en abuse. En l'espace de 3 ans, il a connu une trentaine de filles par le biais de la toile.
Il les a toutes vues, étant même passé aux choses rêvées. James use du virtuel pour accéder au réel. Selon James, le net humain ne se donne aucune limite. Et hop, il ne respecte aucune hygiène de vie, si ce n'est celle de vivre au jour le jour, en dépensant la nuit ce qu'il a gagné le jour. Et il bosse sans relâche. En retour, il jette, d'une certaine façon, ses économies par la fenêtre, sachant qu'il gagnera plus, puisqu'il est le moteur de l'économie. Le net humain va plus loin dans sa démarche. Convaincu que l'argent rentre davantage dans la tirelire quand celle-ci se vide très vite. Selon James, un représentant significatif des nets humains, et plus il en dépense, et plus l'économie tourne, et plus il se crée de l'emploi, et plus les salaires sont assurés, et la probabilité qu'il soit chômeur est nulle. Le net humain est pragmatique. Très pressé, James court comme un fou. Chaque jour lui donne du fil à retordre. Ce n'est que le vendredi qu'il est censé se reposer. Et il ne se repose pas tout à fait. Par exemple, de lundi à vendredi, depuis le 25 juillet dernier, James se lève à 5h59. Puis, vers 6h52, il prend un bus nouvellement livré à la Société des transports dédiée pour transporter les forces vives, ces incontournables moteurs d'une économie, sans cesse à la recherche de nouveaux bras et de brillants cerveaux, autochtones ou migrants. À 7h04, il attrape son train express à la volée. Il descend à Paris au boulevard Hélium après 18 minutes. Il entre dans un café et ne compte pas son temps. Ce n'est que 20 minutes plus tard qu'il reprend le métro pour 23 minutes et 41 secondes, traversant Paris du nord au sud. James, observateur en retrait, laisse passer la foule. Mais la chance lui sourit chaque matin. Il a beau accéder au train, au métro ou bien au bus en dernier, il déniche dans les 99% de cas un siège libre. À 8h08 précise, son métro atteint le sud de Paris, son terminus aussi. Le net humain pressé et Fred bousculent. Ils se font bousculer en retour. James laisse faire. Il cède même le passage aux femmes de tous les âges. Comme Fred, il arrive au... Comme Fred, il arrive au net humain de perdre ses moyens physiques, mentaux, sa politesse et jusqu'à son ego, miracle d'une époque dont l'ego pourtant reste la marque de fabrique par essence. James reste une exception. De mémoire, je ne l'ai vu se métamorphoser en chat, en train de griffer, par exemple. Il préfère laisser se succéder 1, 2, voire 3, 4 trains bondés avant de sauter dans le suivant. Il cultive une sorte de lenteur pour aller bosser le matin ou pour rentrer chez lui le soir. Serait-il riche à ce point en ne comptant pas son temps, qui, paraît-il, est de l'argent ? Au bureau, de même, aucun esprit de rivalité ne l'habite jusque-là. Un exemple édifiant. Ce soir du 26 juillet, il songe à démissionner. Par ce geste, il cédera sa place à Jim, son plus proche collègue, en charge d'une famille nombreuse. Leur responsable n'a pas cru ses oreilles, car il eût voulu voir s'affronter, à feu et à sang, 2 collègues pour une place au soleil des hautes échelles sociales. Oui, James sait garder son humanité en dépit de la pression patronale. Il refuse toute compétition
et il n'est pas prêt de changer de fusil d'épaule. 3. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé, relative à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident, en termes d'esthétique, dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, force est de constater ceci. On a beau gloser sur le net humain comme Fred ou James, la raison finit toujours par imposer l'essentiel, oui. Force est de relever tout de même qu'il ressemble à tous les êtres vivants, animaux et végétaux compris. Expliquons. Force est de constater qu'il ne fait que rechercher son confort, afin d'essayer de remplir dans les meilleures conditions 3 fonctions essentielles: se nourrir, rejeter ses salissures et copuler. Je suis tenté de rajouter une 4e fonction, le travail, mais j'hésite. James, lui, est catégorique. Ce n'est pas une fonction essentielle, travailler. Oui, pour lui, l'humain, de nos jours, y est contraint par son patron et son ventre, et pour payer les factures de fin de mois. L'humain libre n'aime pas le travail sous la contrainte, selon James. Dès qu'il en a la possibilité, il s'en sépare. Mais il n'a pas le choix, à moins d'être un artiste talentueux sans pression patronale. Ah, les artistes, c'est fou! Après avoir dessiné le doux visage de leur dulcinée sur le sable d'une plage déserte, ils vous disent « Je suis un génie ». Peut-être le sont-ils. Le langage des signes est impénétrable. James tente de se frayer un chemin dans l'art, de jongler avec les mots. Depuis 10 ans, il essaie de finaliser sa fiction. En retour, il va de déception en humiliation sans pour autant jeter l'éponge. D'ailleurs, il va solliciter le comité de lecture des éditions La Frimousse et la Plume. Elles viennent de lancer une jeune romancière. À peine sa 15e bougie soufflée. Elle offre un texte de 79 pages, vite adopté par le public, jeunes et moins jeunes. James estime qu'il écrit mieux que Naf, cette chanceuse artiste précoce. Ce samedi 30 juillet, il lui adressera son nouveau bébé, à lui, son manuscrit. Il y surfe sur l'actualité et les frasques d'un élu. Le titre de James n'est pas encore tranché. Je lui en ai proposé un. La servante de la suite électorale. À suivre James dans son dernier texte, le net humain, à l'instar de Fred, spirituel par essence, tente de se rapprocher de Dieu au plus fort de sa lucidité. Il a beau s'enfoncer dans des considérations folles, il finit par se poser la question: où cela mènera-t-il? Pour y répondre, James constate que la suspicion rôde partout et que tout le monde se méfie de tout le monde. James connaît la peur, il la côtoie chaque jour en se frottant au beau sexe de la toile. Il se marre très bien, James. Le comportement du beau sexe l'inspire, l'amuse et l'intrigue. Quand il invite une petite souris, comme il désigne le beau sexe virtuel, celle-ci, immédiatement, montre envers lui un réflexe de rejet systématique pour une raison simple. James n'affiche jamais sa photo sur le net. Le beau sexe, raffolant des beaux mecs, et il a raison, brûle de voir la frimousse du séducteur à qui il s'adresse, à l'autre bout du réseau mondial. À chaque invitation,
James reçoit un cinglant refus. Mets ta photo, sinon au revoir. Bien sûr, James pourrait afficher son portrait, mais il adore expliquer à la petite souris qu'il la jugera à son vocabulaire. James est bizarre. Ainsi, la nette humaine, technique, du moins celle avec qui James mène le bal des dialogues furtifs sur la toile, s'appesantit sur la beauté physique du net humain, le voulant parfait à chaque fois, elle ne s'en laisse pas compter. Je ne pourrais te rencontrer que si tu me montres ton visage, même flouté. Moi non plus je ne pige rien à cette attitude. James peut bien lui envoyer un faux portrait. Il a le droit de mentir afin de faire craquer les petites souris, n'est-ce pas? Tous les coups sont permis pour arriver à ses fins. C'est connu, de notoriété publique, depuis le dialogue entre le corbeau et le renard, n'est-ce pas? Et bien avant les fables de La Fontaine. En général, ne jouant pas le jeu, James, pour accrocher les petites souris, use d'un stratagème efficace à tous les coups. La dévaluation. Par la stricte dévaluation, il est conscient de toucher là sûrement où ça fait mal. En effet, le net humain des deux genres s'excite, il s'enflamme très vite fait. Il va sans dire que cela est dû essentiellement au fait que le net humain refuse de perdre. Et d'évaluer ainsi le net humain est la pire insulte, car dès le plus jeune âge, l'école lui apprend l'esprit de compétition. À la maison aussi, les parents récitent la même chanson à leurs chérubins. Vous êtes les plus beaux, les plus intelligents et les meilleurs. Jetez dehors les enfants sur leur garde, griffent et mordent. À la première fiction, ils dénigrent, sans aucun remords, et le cœur libéré, certains qu'ils ont raison, et que ce sont les autres les vrais agresseurs. Par conséquent, leur agressivité tiendrait du réflexe de protection primaire contre les hostilités extérieures de notre jungle humaine. Pourtant, à bien en croire James, maintes fois, il a retourné la situation en sa faveur par une démarche pacifique. À ce jeu franc, James demeure le champion, et de loin, des réconciliations les plus impossibles. Chapitre 2. Petit 1. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire ou la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, visitons en profondeur les balles épistolaires entre James et les souris virtuelles. Et nous apprenons vite que, après les maths, il applique aux rapports sociaux le raisonnement par l'absurde. Pour tirer les vers du nez à la petite souris, il prêche le faux. Efficace, il en récolte le fond de la pensée naïve de la dite souris. Au départ, cette finesse psychologique a été étalée dans Guerre et paix, ou peut-être dans Anna Karénine, peut-être dans Les diurnes rêves de Yémasmina. Depuis que j'ai montré ce passage à James, il ne cesse de le mélanger à toutes les sauces. Tantôt ce mixage se fait à bon escient, tantôt il se réalise à mauvais escient, voire avec une forte dose de mauvaise foi. Quelquefois James me surprend. Au cours d'une soirée, il s'est amusé à les détruire, comme personne n'avait osé les intimider avant lui. Après la malheureuse Barbara, bonjour Alice. Elle ne s'en est pas laissée compter. Brillante, elle a su lui tenir la dragée haute. Ce n'est pas comme cela que tu me séduiras. Tu es le premier Jules à me qualifier de très moche. Tu es un vrai goujat, ne m'écris plus, s'il te plaît. À partir de ce soir, je te bannirai de mes contacts autorisés. Alice. James en a ri de toutes ses tripes, et il était minuit. Alice a perdu le sens de l'humour en prenant au pied de la lettre les mots de James.
dans les faits, il voulait plutôt entamer avec elle un dialogue libre mais poli, respectueux, voire une relation durable, puisque la tenue rédactionnelle de la nette humaine Alice plut beaucoup à James. À la vérité, la femme, depuis toujours, refuse de vieillir. Elle s'accroche à sa jeunesse comme pas possible. Elle sort ses griffes dès que le mal la drague. C'est le mot. James n'a fait que tenter de séduire Alice, la draguer en la taquinant pour mesurer son aptitude à se contrôler. James a ses raisons. Il a bien étudié le marché de la foire de la séduction. Il en ressort ceci. Les dragueurs, en général, promettent monts et merveilles aux nettes humaines comme Alice. Elles y croient. James a lui aussi usé de cette technique, mais la pêche a été très maigre, et seulement 5% lui ont répondu. En usant de formules, dévaluant le doux visage du beau sexe, la boîte de James a vite explosé. Quand même, c'est incroyable de constater que c'est toujours le mâle, l'attaquant, c'est toujours la femelle qui se protège en usant de la langue de bois, et subsistent les inégalités de nos jours encore entre les deux genres et des deux mondes, le monde net et le monde hors net ou traditionnel, où les êtres se croisent face à face, en tout temps, en tout lieu. Force est de constater que des progrès sont encore à réaliser au cours des siècles à venir pour stabiliser ou bien inverser la tendance. Pour James, les sœurs d'Alice sont au fond du miel et même l'espoir de l'homme, et cela depuis le commencement de ce charivari. Et vice-versa, pour être honnête. Et oui, l'un et l'autre se complètent. Force est de constater que les humaines, celles du net et celles hors net, en dépit des combats féministes censés porter leurs fruits depuis des décennies, restent reléguées à la place de proie que le guerrier dévore à son repos. En usant de la dévaluation des dragueuses de la toile, la boîte de James a explosé. Entre-temps, il a reçu une réponse expéditive de l'assistante de la jeune romancière des éditions La Frimousse et la Plume. Guillemets. À cause de considérations juridiques, je ne te donnerai aucun avis. Et puis chacun son métier. Je ne suis pas éditrice. Je ne suis qu'une apprentie auteuse, malgré mon succès précoce. Elle dit auteuse pour faire écrivain femme. Naph serait-elle prétentieuse? 2 jours plus tard, elle appelle James sur son portable à lui. C'est Naph, je suis prête à partager un thé avec toi. Apporte ton texte. James, propulsé aux anges, m'a sans gêne arraché à mon sommeil à minuit moins le quart. Joé, désolé d'interrompre tes rêves. Je ne pourrais garder ce bonheur pour moi. Elle veut lire mon dernier texte. On fêtera ça chez moi ce vendredi soir. Et il a raccroché sans que je murmure le moindre mot. Et 5 minutes plus tard, il m'appelle. Il récite un poème, dicté par son euphorie. Par la magie des songes, trépasse un ange. À cause de ta fière allure qui a blessé l'ange pur qui sommeille en chacun de nous, ces anges mourants de nos blessures, ces belles facettes de chacun de nous. Petit 2. Amin Maalouf. Comme beaucoup de ceux qui s'occupent d'art et de littérature, je me sens aussi proche de la fourmi que de la cigale, et je me garderai bien de juger l'activité de l'une plus recommandable que celle de l'autre. Ma principale crainte, ici encore, c'est de voir les facteurs qui fragmentent les sociétés humaines prendre le pas sur ceux qui les cimentent. Amin Maalouf, Le naufrage des civilisations. Toujours rien de neuf, donc, concernant des preuves factuelles quant à la démonstration parfaite que Cervantes
n'a fait que réécrire les Mille et une nuits en espagnol en travestissant les personnages et les lieux. Passons et lisons le dernier texte de James que Naff veut lire à tout prix et corriger au stylo rouge. Dans ce bébé imaginaire, il insiste sur ce fait. Pour lui, le net humain ne sait à quel sein se vouer. Propulsé par un désir démesuré de tout dominer, il invente des machins utiles et géniaux qu'il ne contrôle pas quelquefois, et à James d'enfoncer le clou, en rappelant que peuvent s'en suivre des drames pour l'environnement. James met ça sur le dos de la société de la consommation de masse. Il épargne généreusement les braves élus du peuple. Au courant des critiques ci-dessus de James, Fred estime que les politiques cherchent sans cesse à renouveler leur fonds de commerce électoral en nous mettant de nouveaux sujets sur la table à l'approche des échéances consacrant le suffrage universel périodique. James, quant à lui, a très bien compris leur stratégie et il en étouffe. À force d'entendre des slogans contre le tabac, la voiture dans la ville, les chiens dans des appartements sans jardin, les fruits hors saison, les gaz à effet de serre, James a entrepris un rallye à contresens. Il vient de jeter son vélo et d'acheter à crédit une berline japonaise et 2 perroquets encagés, tout en postant sur son blog un article avec un titre osé « J'aime les pesticides ». D'autres excès de James ? Il vient de rendre sa carte de membre actif du parti pour la protection des espaces verts et des terres agricoles. Alice, au vu des brusques changements d'humeur de James, qualifie celui-ci de personne bipolaire. À mon avis, elle se trompe. Moi, j'éprouve toujours un réel plaisir à le voir. Comme je persiste à partager avec lui chaque vendredi soir un hamburger au bistrot Hélium. Mais je constate que depuis qu'il a décidé de manger comme tout le monde et de provoquer les défenseurs du manger bio et local, il exagère. Par exemple, pour énerver les médecins nous conseillant 2 verres de vin par jour, James en prend 4. Un Bordeaux au petit déjeuner, un Bourgogne à midi, un Sauvignon à 17h et un coteau de mascara algérien à 21h. Puis, il s'abstient d'en boire pendant des mois et des mois, sous prétexte que son médecin traitant prêche un discours tout à fait opposé à celui tenu par son confrère, le médecin consultant télé. Est-ce à dire que James se marginalise et cherche à se couper des réalités ? Pas du tout. Il est comme le net humain des deux genres. Il ne supporte pas la solitude, même si rien ne lui manque. Il cherche toujours à s'entourer d'objets et d'animaux. Une preuve, en plus de ses perroquets encagés, cadeau surprise de l'une de ses correspondantes, la danseuse étoile de Nouvelle-Zélande, il vient de recevoir un cochon d'Inde et un coq royal de Kabylie de sa voisine Débia. Mais il s'ennuie. James veut à tout prix emménager avec une gentille fille, Alice par exemple. Coup de tonnerre, il a pu la séduire en l'invitant à partir en vacances avec lui à l'île Maurice. Elle sera logée, nourrie, blanchie aux frais de la princesse. La voilà à peine heureuse. Elle exige un bébé mignon de James le Moche, et oui. Elle revendique son droit au bonheur, être une maman heureuse. Pressée, Alice veut sauter des étapes, comme le net humain doté d'une vitesse inégalable. Dans tous les domaines, cette rapidité se voit. Elle se concrétise par des réalisations dont les bienfaits immédiats facilitent notre quotidien. La médecine, les transports, la recherche et jusqu'à la guerre de la communication nette ou la guerre tout court. Partout, la vitesse nous aide à nous soigner, nous éduquer, voyager, explorer le cosmos. Pour James, l'humain technique se donne du mal. Il creuse sa tombe à une cadence accélérée, comme s'il était pressé d'en finir, avec son vif passage terrestre. Pour James, cette course effrénée, cette tornade décimera tout sur son passage.
pour James. Cette course au progrès, un prétendu progrès en vérité, mènera à la création de deux mondes parallèles, opposés, qui finiront de facto par se quereller et se détester gratuitement. À ce propos, James m'a appelé à 3 heures du matin. « Mon cher Joe, sommes-nous vraiment civilisés ?» Je ne me suis plus recouché. Pour James, notre ère, dans sa technicité chirurgicale, aboutira soit à la découverte d'un second Graal, soit à un retour à l'âge de pierre. « Vivement le second cas !» m'a confessé James ce lundi matin 8 août. Et oui, le net humain polémique, quand il parle à la radio, à la télé, dans les magazines, les journaux, le net, les livres, les colloques, les conférences locales ou bien distantes. Et la dernière rumeur qui court, selon laquelle Don Quichotte aurait été écrit en suivant la même trame que les 1001 nuits, nous démontre l'appétence du net humain à polémiquer et sa méchanceté gratuite à jeter ses semblables à la vindicte populaire, et des plus brillants comme Cervantes. Chapitre 3, petit 1. Exergue. L'homme, lui, sait se tenir debout, et c'est bien sûr un grand progrès. Il sait parler, et c'est aussi un grand progrès. Il sait écrire et composer, et c'est un troisième grand progrès. Mais en même temps, c'est un recul, car il commença alors à parler pour ne rien dire. Fleur du matin cueillie le soir, de Luxun. Le net humain, servi par une panoplie de moyens techniques dernier cri, parle, écrit, s'exprime, débat, polémique avec ravissement. Il affirme, glose, énonce, contredit, argumente, hausse le ton, envoie des emails, compose des fax, enregistre ses discours, les formate sous forme de clips, de podcasts, de blogs sur les réseaux sociaux. Par exemple, Fred, grâce à ses moyens divers et variés, cherche l'efficacité médiatique, la séduction des masses populaires à tout prix, sans se soucier de nulle éthique. Fred, en tant que politique chevronné, versé dans la modernité technique, sait manipuler l'opinion publique. Il dispose d'une force de frappe sans précédent. Son marketing, ses sondages, la télévision et la publicité lui rendent franchement des services sans commune mesure. Pour James, le politique moderne prêche dans le vide et communique mal. Et mal. Pour James, le net humain sombre dans un dialogue de sourds. À le suivre au mot, personne ne suit personne. Les enfants n'écoutent pas les conseils carrés des parents, les ministres ceux du président, les députés ceux des électeurs, les salariés ceux du patron, les élèves ceux des enseignants, les usagers de la route ceux du code strict de la sécurité responsable, les consommateurs ceux écrits sur le bel emballage, au verso, en couleur qui plus est, pour préparer à l'identique, par exemple, une sauce béarnaise ou bien une pâte à choux. Pour James, personne ne suit personne en dépit des moyens dont nous disposons. Pour lui, jamais l'humain n'a ébruité autant de fariboles pour, au bout du compte, sombrer dans un dialogue de sourds perpétuel. De fil en aiguille, il me cite le taux de démission, les échecs scolaires, les bugs informatiques chez les avionneurs, dans les laboratoires médicaux et les centrales nucléaires. Pour James, le pire est à craindre, à venir. À l'image de Fred, je ne saisis pas les griefs mordants de James contre notre ère dédiée à l'information qui se diffuse vite. Tout le monde en profite, n'est-ce pas ? Quand un embouteillage monstre se forme,
Le centre de contrôle avertit le conducteur de bus. Il lui dicte un itinéraire bis, de secours, une déviation fluide. Quand un nuage volcanique encombre le ciel d'Islande, on adopte les mesures adéquates en clouant les avions sur leur piste et aucun crash ne survient. Quand une épidémie se déclenche, les laboratoires partagent leur savoir-faire pour produire un bon vaccin efficace. Quand une guerre éclate, on est informé tout de go pour suivre en direct live les hostilités. Nous n'avons pas besoin de Mademoiselle Hollywood pour nous écrire un scénario sur les guerres contemporaines. Tout se filme à la seconde près. Quand la radioactivité a frappé le Japon, l'Agence sanitaire des aliments a fermé les sushi bars de Paris pour nous protéger. Fred a beau être le spécimen du être humain fier, il sait se taire devant les ignorants affolés. Il passe et trace sa route sans broncher. Confiant et sûr de lui, il ne répond plus aux provocations minables. Il se bouche les oreilles avec les cotons des lecteurs musicaux. Alors, il garde le sourire, sachant que répondre aux invectives ne mènera à rien de bon, si ce n'est à de la violence verbale, voire à une garde à vue buesque, à une violence physique, parfois mortelle. Il refuse d'entrer dans le jeu de la haine et des mentalités pourries. Il s'isole pour éviter de faire le mal et de le subir. En effet, il voit le mal partout, partout, partout à l'infini. Et cette atmosphère anxiogène est amplifiée par les médias, matin, midi et soir. De fil en aiguille, il voit le mal partout et tout le temps. Quand un mendiant lui demande l'aumône, il lui pose une condition moralisante, pas de bière ni de cigarette. Dans le cas d'un vieux, sans toit ni logis, Fred ne se gêne pas pour le froisser. Espèce de profiteur, tu veux encore me soutirer le fruit gagné à la sueur de mon front. Le Tout-Puissant te punira. Petit 2. Exergue. C'est en faisant de l'écriture pour soi et pour les autres, sans autre visée que d'être soi, qu'on atteint l'art, l'extase matérielle, le clésio. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé, relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident en termes d'esthétique dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, suivons James. Cet observateur attentif, je dirais encombrant, sans cesse en train de se mêler des affaires du net humain et des deux genres, comme Fred, Alice, etc. James ne rate aucune occasion pour donner une leçon de morale aux petits comme aux grands. Il se risque aussi de conseiller des gens plus aguerris que lui. Il oublie que les conseilleurs sont les mauvais payeurs, comme disait la chanson. Tout compte bien fait, je le préfère comme conseiller que donneur de leçons. La tête de James foisonne de projets. Un projet en particulier le tient en haleine. C'est sa raison d'être même, la révolution mondiale pour sauver le net humain et les sœurs d'Alice. La révolution mondiale pour sortir du statu quo dans lequel sombre notre civilisation. La révolution mondiale,
la dernière chance pour stopper les souffrances d'une certaine humanité. Pour James, elle aura lieu. C'est clair, comme l'aurore boréale. Sans m'en dire davantage, la France devrait-elle être partie prenante? À quoi ressemblera cette révolution? Sera-t-elle idéologique, littéraire, alimentaire, économique? Y aura-t-il un retour en arrière dans la géopolitique du monde, dans l'abolition des frontières et des guerres? James, lui, est sûr d'une issue. Cette révolution est en train de se faire à notre insu. Il va sans dire que James court des risques inutiles à force de donner des leçons de morale autour de lui. Rien de gênant n'encombra jusqu'à présent sa tendance à provoquer ses contemporains, ceux et celles de la sphère du net en particulier, parfois de façon épisodique, ceux et celles hors net. Et tant mieux. Pourquoi personne ne l'a violenté? Comme le net humain est sourd, tout ce que dit James est diffusé dans le vide et n'atteint jamais sa cible. Il l'effleure peut-être, mais elle ne chancelle pas. James prêcherait-il dans le vide? En revanche, les nets humaines lui rendent la monnaie de sa pièce narquoise. Tantôt elle se moque de sa galanterie, tantôt elle lui cloue le bec de façon sèche. Curieusement, jamais fâché, James ne montre aucune amertume. C'est ça, il refuse de semer la moindre graine de rancune, car, doté d'un esprit sportif infaillible, il excelle dans la maîtrise des situations ubuesques. Ce jeudi 11 août, par exemple, il dit à Zina, une passante, « Ils me plaisent, vos yeux glauques. » Elle lui répond excitée, « Dégage de ma route, gros goujat. » James est fier d'enrichir sa corbeille lexicale par ce gros goujat. Puis il a continué son chemin sans broncher, lui qui, d'habitude, sait faire amende honorable. On dirait que James est en train de se corrompre, vouloir montrer un visage neuf, plus tolérant et consensuel. 3. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé, relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident en termes d'esthétique, dans la narration des légendes, en attendant confirmation de cette parodie, ou ce plagiat, dis-je, les convives se relaient sur le plateau de la virgule de Léa. Son dernier invité a rendu un vibrant hommage au net humain, à l'image de Fred, qui sait toujours jouer sur les mots. Fred sait affronter les situations équivoques, il cache plus d'un tour dans sa besace argumentative. Maîtrisant le langage du marketing convaincant en 5 minutes, il ment à tout va. Il alterne le vrai et le faux, son culot l'aide à démontrer à ses victimes qu'il est plus victime qu'agent du mal. Il a le culot de se regarder dans la glace sans gêne et de se dire dans un face-à-face pathétique qu'il œuvre pour le bien de la communauté. Vipère à 2 têtes et à 2 queues, le net humain se mord l'une et baise l'autre queue. Par une bouche, il distille la bonne parole et crache du venin par l'autre. Il joue avec le feu et l'eau constamment. Il intrigue, étonne et bouillonne. Il émeut, désespère, calcule. Le comble! Pensant s'enrichir davantage, même bourgeois parvenu, il s'appauvrit malgré lui. Est-ce à dire que Fred est en train de s'appauvrir en refusant de se servir le café du matin à domicile chez lui? Il ne prend plus le petit déjeuner à la maison quand il va au travail. C'est le cas aussi de James.
ne comprenons surtout pas qu'il est un être humain, au sens que le narrateur de ce texte lui attribue à ce stade de l'écriture. Quand James va à son bureau, il se lève à 5 heures du matin et saute du lit comme un acrobate. Chaque jour, il savoure, ravi, son petit déjeuner au café Hélium, ce lieu convivial qui lui sert du plaisir dans la miche, comme le chante une publicité à la radio de la gastronomie estivale ce vendredi 12 août. En effet, James y goûte à un réel plaisir, surtout à celui d'écrire, une fois bien savouré son thé au rhum et sa nectarine. Malgré ce rythme effréné, James sait s'accorder avec le rythme rapide de ses allées et venues entre son domicile, le bistrot Hélium et son bureau quand il s'y rend. Chapitre 4. Petit 1. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé, relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident, en termes d'esthétique, dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, écoutons Le Monde, Paris, Fred, ce qui se trame sur notre planète de plus en plus exigu, vu l'abolition des distances, grâce à nos modes de communication révolutionnaires et si modernes, que le GIC, Fred, utilise, exploite sans modération. Cependant, pris dans le tourbillon de cette modernité à la mode, à la carte, il s'enfonce dans la quête d'une identité de plus en plus indéfinie, floue. Distrait par les plaisirs faciles, il oublie de transmettre à ses enfants les bases du savoir-vivre, leur humanité. Pourtant, notre époque lui offre des moyens très efficaces. Ce n'est ni une question de coût, ni une question de niveau social, c'est une question de temps. Fred réalise trop de tâches, et il les exécute très mal. C'est le cas aussi des programmes scolaires. Jadis, les écoliers disposaient de 3 matières essentielles: la lecture, le calcul et l'écriture. Dans la lecture et l'écriture, on englobait l'étude des fondamentaux de la langue, la phrase et ses constituants basiques, sujet, verbe et complément d'objet direct, la phonétique, le verbe dans tous ses aspects, la conjugaison, et la grammaire, sans oublier la dictée, et l'étude de texte en seconde année du cours moyen. Par la récitation et l'apprentissage par cœur, l'élève exerçait sa mémoire, par le calcul mental aussi, et les élèves, selon James, n'étaient ni plus cancres, ni plus intelligents que nous, équipés de mobiles intelligents. 2. Toujours dans le mouvement, Fred exécute son travail comme un automate. Il obéit à ses chefs comme pas possible. Un vrai soldat de plomb. Il ne sait jamais dire non. On l'appelle tard à minuit, le week-end, un jour de fête sacrée annuelle, lors d'un triste enterrement d'un ami d'enfance, Sadek, enseignant de maths au collège, à la suite de la naissance de son premier bébé, au cours d'une hospitalisation pour un infarctus, lors d'une tempête ravageuse, au cours de ses chères vacances. Fred sait répondre présent. Grâce à sa réactivité, l'économie tourne, les services publics carburent, le net humain et Fred voient loin, mais espèrent leur beefsteak
saignant. Fred sait garder son calme, encaisser les coups, satisfaire son patron. Il sait la valeur des jolies heures supplémentaires. Elles lui permettent de gagner plus. Toute la famille le soutient. Sa chère femme, Fanny, la première, lui tient la torche pour éclairer son chemin d'usine. Elle sait que tout centime engrangé dans la tirelire profitera à sa tribu. Fanny mesure le sacrifice nécessaire pour s'offrir des croisières maritimes, une maison, une scolarité prestigieuse aux enfants. Bravo! La nette humaine sait épauler son époux. Il a beau être tendre comme un agneau, il arrive à James d'écouter sa jalousie latente. Ce samedi, en jetant un coup d'œil au palmarès des livres, une rage obtuse le ronge de voir Naf figurer dans le top 10 des meilleures ventes. Le même jour, en rentrant dans une grande surface, James fait face à une allée où les soliloques de Naf s'étalent sur 100 mètres. Le public se bouscule. James finit par admettre à contre-cœur, il est vrai, que n'est pas un best-seller un mauvais livre. Il admet que seul le public est légitime pour noter un livre, un film ou bien un tableau plastique. James le reconnaît. Une œuvre se mesure à l'accueil que lui réserve, naïvement et de bon cœur, le grand public. Mais est-il vierge de toute influence, le grand public? Là est l'épineuse question. James, trop jaloux et loin d'être un charme, prétend quand même écrire des bijoux. 3. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé, relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident en termes d'esthétique dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, soyons patients, croisons les doigts pour que cette rumeur ne soit pas avérée. Dans le cas contraire, un mythe s'effondrerait, une icône de la littérature mondiale s'écroulerait. Mais ce ne serait pas aussi grave, ni si criminel. Après tout, l'auteur de Don Quichotte n'aurait rien fait de mal. Il n'aurait tout compte fait que tenter le rapprochement attendu entre l'Orient et l'Occident. En effet, il y a toujours pire. Tout le monde connaît la théorie de l'emmerdement maximum, ou la loi de Murphy, à savoir tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Oui, dis-je, le pire existe, comme ce qu'envisagent certains scientifiques. Citons un exemple tout près de nous. Voulant aller plus loin, Monsieur Trixus Junior, le gynécologue de la femme de Fred, propose la fécondation artificielle, la coagulation des cellules reproductrices. Il envisage même de manipuler le génome humain et de beaux enfants naîtront après la mort des parents, 1 siècle, 2 siècles plus tard. C'est renversant. Le net humain, à l'image du gynécologue de Fanny, pense l'avenir, la diversité des espèces, le bébé à la carte. Le chirurgien moderne est en train de renverser les codes établis. La notion de parent, dont l'un est masculin et l'autre féminin. Une banque de cellules porteuses de la vie existe. Il suffit d'en faire une demande express. Et tout le monde peut programmer son bébé. Bien sûr, il faudra dénicher une mère porteuse. Et des mères porteuses, il en existe à volonté, tant que la misère court. La médecine moderne s'attaquerait-elle à Dieu? De son côté, Fred catalyse ses mauvaises pensées dans le travail. James, lui, vient, pour des raisons obscures, de donner des vacances à mademoiselle Alice. Il l'a convaincue de partir seule à l'île Maurice. Et là-bas, elle a pu accrocher un bel Indien, pourtant venu avec sa fiancée, leur mariage étant prévu pour la fin de l'année. Alice a tout dit à James.
Elle s'en va avec Eurved et lui propose de la rejoindre vite. Elle a montré les photos de James à la fiancée déchue. Celle-ci sera ravie de se rabattre sur James le moche. Comme disait la chanson des chasseurs, « Faute de grives, on mange des merles », n'est-ce pas? Pour le moment, James aussi est en train de faire courir Nirmala, la fiancée indienne. Elle le supplie de venir chez elle, la rejoindre dans sa retraite mauricienne. Il faut lire les derniers mails qu'elle lui a écrits dans un anglais parfait. James me les a fait lire. Je les lui ai traduits pour lui. La fille indienne, en réalité blonde, mystère de la génétique, du croisement des gènes, trépigne d'impatience de le voir. Bien sûr, c'est une façon pour elle de rebondir, oublier sa mésaventure conjugale. En tout cas, pour le moment, elle accepte de cohabiter avec son fiancé ingrat et Alice. À bien y réfléchir, James le reconnaît, cette opération ressemblera à une sorte d'échange de mari et d'épouse en bonne et due forme s'il s'en va rejoindre la fiancée indienne. Et ce matin très tôt, à 5h moins 7 minutes, il me réveille. « Joey, je m'en vais à Maurice, récupérer Alice. La fiancée indienne risque de se venger sur Alice et sur moi. » 4. Exergue. Le bateau quittait rarement le milieu du fleuve, alors que la rive droite demeurait le royaume incontesté des lavandières, qui essoraient des draps Isabelle à grands coups de lattes en bois. Extrait de C'était mieux avant de Michel Serres. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident en termes d'esthétique dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, oublions ces révélations relatives aux ressorts utilisés par certains écrivains malins dans leur intelligence pour faire rêver les lectrices et lecteurs qu'ils ne prennent pas du tout pour des ânes. Oublions cette moche rumeur, soyons terre à terre, suivons Fred. Dès que Fanny, sa femme, l'énerve, ou le boude, ou lui fait fausse couche. Je cite Alice, elle refuse de parler de tromperie, et il tolère ses infidélités tout de même non encore prouvées. Il quitte Paris durant 1 mois. Il fait la crêpe sur la plage, au lieu de contribuer gentiment aux travaux d'intérêt général, repassage, ménage et vaisselle, cuisine et garde des enfants. Sur un tout autre plan, James croise souvent des gens, des deux genres, assez honnêtes, capables de vous donner leur chemise en cas de besoin. Ce n'est pas une légende urbaine. James en a même recensé chez certains commerçants réputés pour être près de leur poche. Mais James, de temps en temps, croise des profiteurs et des tricheurs, des menteurs et des menteuses. En effet, il ne se gêne pas pour tricoter des mensonges énormes, faciles à détecter, à détricoter. Par exemple, pendant 4 années, James prend une navette, un bus de 10 sièges assis, et le reste de la place est composé de barres métalliques pour les voyageurs debout à bien entasser pour rentabiliser la tournée de la navette. À la station tramway Courteline, une passagère, 36 ans environ, monte à bord. Tout le monde la connaît. Elle travaille dans un pressing au titre pittoresque « Lavandière automatique ». Aussitôt elle brandit une carte prioritaire violet sombre dans sa main.
Les braves passagers, compréhensifs, solidaires, lui cèdent la place du cœur. Rappelons ceci, dans la navette, un point important du règlement du savoir voyager est mis en place. Chaque passager le respecte à la lettre, pour le confort de tous et de toutes. Ce point consacre 4 places du cœur pour, premièrement, les anciens et les anciennes, nos aînés EES et nos aînés. 2. La future maman. 3. Le chef d'entreprise. 4. Le citoyen à mobilité réduite. Tassa dite, la repasseuse couturière du pressing abuse de sa carte prioritaire. Quand elle croise son esthéticienne, un ami d'enfance, une voisine, son coiffeur, son patron, elle ne réclame rien. Elle est bien portante et se tient droite sur ses 2 mollets, assez dodus, soit dit au passage. Elle se tient debout comme les primates de notre espèce. Cependant, elle vient vous voir quand c'est le désert des connaissances. Elle vous montre sa carte avantage et vous tente de déguerpir de votre siège. Elle ne fait même pas l'effort d'avancer vers le fond du bus qu'était une place assise libre. Dans ce cas, force est de constater que le net humain, respectueux des lois et soucieux du savoir-vivre ensemble, se met au service de la collectivité et de son prochain, avec un plaisir non fin. Force est de constater que le net humain comprend vite la souffrance des autres. Le cas échéant, il ne lésine sur aucun moyen afin de faciliter la vie des faibles et des citoyens dits accidentés, fragilisés. C'est merveilleux de le constater, en dépit des clichés dont les sociologues l'accablent: individualisme, xénophobie, égo, fort adepte du dialogue de sourds, ingratitude. Après moi le déluge. Le net humain n'est pas aussi égoïste qu'on le pense, mais des limites existent à tout quand même. James a beau céder, de bon cœur, son siège à Tassa, diminutif de la lavandière tassadite, il en souffre, à vrai dire. En effet, cette lavandière triche, elle ment et commet un vrai crime moral chaque matin. Exacerbé, James, ce lundi 22 août, ce début de semaine caniculaire, lui a bien rendu la monnaie de sa tricherie. James tenait à être assis, car sa tête lui faisait mal. Alors, pour ne pas courir le moindre risque, il avait pris le bus à la station de départ. En 10 minutes, il arriverait chez lui. 5 minutes plus tard, à la gare des trains express, le bus de James s'arrêtait. Tassa y montait. Elle se pointait devant James. Elle brandit sa carte violet sombre. Elle lui intima l'ordre ferme de quitter la place du cœur. Guillemets. Qui a la classe? Eh bien, qu'il cède sa place. Fin de guillemets. Assis au premier rang, James s'est retourné. Il compta au moins 5 sièges libres sur la rotonde arrière familiale du bel autocar. Fou de rage, indigné et fatigué sûrement par ses 8 heures au bureau du labeur cérébral, James fixait Tassa droit dans les yeux. Puis il lui dit être malade. Devant la comédie de madame Tassa, James, poli, avait tenté de la raisonner en vain. « Madame, j'ai mal à la tête. Merci d'avancer vers le fond du bus. Des places libres vous attendent. » Chapitre 5. Petit 1. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident en termes d'esthétique dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, force est donnée à Naf de constater que le net humain, à l'image de Fred et de James,
difficile à cerner comme on le lit à ce stade de l'écriture, demeure un objet d'étude très intéressant, et je l'approuve. Mais je ne dirais pas que c'est un animal de zoo. Il est plus que ça, le net humain. En attendant ce dénouement, James cesse de juger et blâmer. Du coup, il accepte le jeu d'Alice. Demain, il décollera vers Maurice. Si la fiancée indienne ne change pas d'avis, il l'épousera sur le champ, lui, James le moche, et je le cite, lui qui adore l'autoflagellation. Mais il le sait, elle n'existe pas du tout, cette fille du pays des Maharajas et des Maharani. Alice, à dire vrai, veut le sortir de sa routine parisienne. Par cette tactique, elle veut voir la vie de James continuer à avoir un sens en dehors de ses écritures à lui, l'ours. Alice veut libérer James. Ce fou a donné de longs congés aux beaux sentiments. Il ne vit jusque-là que pour ses écritures, par ses écritures, qui n'apportent rien de spécial, ni à lui ni à ses contemporains, puisqu'elles ne sont qu'une suite de pensées narcissiques. Comme si Alice avait réussi son coup de réveiller James de sa léthargie, il a tranché. Il se donnera une année sabbatique. En accord avec Alice, ils cesseront leur amitié dans la joie et la bonne humeur. Elle sera assez triste, c'est sûr, intelligente, elle comprendra, et la pédagogie de James, le bon logicien, lui facilitera l'amortissement du choc de la douce séparation consentie. James, souvent en manque du mot juste pour marquer la pensée juste, déforme le sens initial des mots. Alors, il désigne son année sabbatique par année réflexive. Cette désignation n'a aucun lien avec les relations d'équivalence mathématiques ensemblistes. Par réflexive, il signifie réfléchir sur soi, soliloquer, regarder autour de soi, faire le bilan de sa vie, bien qu'il ne soit pas au crépuscule de son jour terrestre. Pour lui, réflexive porte plus de sens que sabbatique. Pour James, une année sabbatique ne veut rien dire. Sans faire le tour du monde, en bateau, en avion, en train, à pied, à vélo, sans dormir chez l'habitant d'ici ou d'ailleurs, chez l'habitant bourgeois ou pas. James, à 45 ans, s'est offert 3 années réflexives. Et je ne vois pas quel intérêt il en tire. Tourner en rond, effectivement, il s'agit d'une vraie opération réflexive. James, à l'opposé du être humain hyperactif, peine à mener de front plusieurs projets en parallèle, son talon d'Achille. Quand il jouit de ses vacances, par exemple, il coupe les communications, fixe, net et portable, il ne fait rien. Versé dans sa méditation réflexive, il a oublié de répondre à John, l'attaché de presse du Festival de la Poésie, à qui James aurait envoyé 7 semaines auparavant cette prose. Guillemets. 20 ans sont passés. Chez moi, c'est la tempête et le vent. Je refuse tout et, lassé, je refuse même de sourire aux gens. Car le juste monde promis à mon enfance, dont je dessine depuis les contours, demeure flou et zébré de violence. Fin de guillemets. Petit 2.
Exergue. Moi, Sélénée, reine de Mauritanie et de Cyrénaïque, j'ai un vrai phare. L'homme de Césarée, Françoise Chandernagor. Occupons-nous utilement, en attendant ces révélations, sur ce mensonge littéraire le plus gardé relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident, en termes d'esthétique, dans la narration des légendes, etc. En attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, fouillons en profondeur dans l'hygiène de vie de James. Par exemple, au cours de son 6e mois réflexif, il a su évacuer un tas de soucis, dits mauvaises énergies. Du coup, son horizon s'est éclairci. Il a renoué avec une réelle embellie mentale. James joue au jeu de hasard. Par 2 fois, il a raflé une grosse somme. Sa flemme est compréhensible. Petit 3. Comme les grandes villes, d'où il puise sa relative bourgeoisie confortable l'étouffe, le bon net humain cherche à faire un comeback dans la terre de son enfance rurale. Récemment, Naf, sur le plateau de Léa, le constate aussi et le revendique. Elle aussi fait faux bond à Paris de temps en temps, les week-ends en général. Bousculée et piétinée, écrasée comme une sardine de boîte de conserve, contraint d'évoluer dans un espace réduit densément peuplé, le net humain fait des pieds et des mains pour se faire une place au soleil. Et il en souffre, et il en bave. Alors, le retour à la campagne s'impose à lui. C'est ce que fait James chaque été. En fonction du calendrier de ses vacances, il retourne à Lasive, une crête kabyle, soit en juin, soit en juillet, soit en août, quelquefois en septembre. Puis il nous revient à Paris, riche de millions d'espérances. Durant son année réflexive, il reste curieusement à Paris. À dire vrai, cette mentalité, chez James, doit se lire autrement. En période dite réflexive, même s'il reste dans une grande métropole, les gens l'intéressent moins, ainsi que leur stress. James ne les calcule plus comme absents, et absent il l'est, à souhait. James n'est ni orgueilleux ni honteux de ses 130 kilos et son mètre 99 centimètres. Quand James entre dans sa zone réflexive, il ne voit que ce qu'il a envie de voir. Franchement, l'espace-temps réflexif de James me fait peur. Dans son cas, oui, on peut dire qu'il mène une vie sans limite de temps ni d'espace. Il va là où il veut, quand il le désire, sans nulle contrainte. Il ne faut pas comprendre que James est un fainéant. Son enfance plaide en sa faveur. Je lui ai même proposé d'être son biographe. Il en a rigolé et il n'a pas apprécié du tout. Alors je lui ai proposé de témoigner lui-même, de développer son enfance, pas tout à fait facile, si jamais on la comparait à celle des enfants de Paris et sa banlieue, ou de la France et ses banlieues. À ce sujet, il y a succinctement fait allusion dans le texte lu par Naf de façon informelle. Naf, ou la plume best-seller. Oui, souvenons-nous, il s'agit du texte sans titre, où James s'attarde sur les frasques sentimentales d'un avocat ou d'un élu, creusé un peu plus. J'avais même proposé un titre assez accrocheur. La femme de la chambre électorale. J'avais même proposé une poésie à James, jadis envoyée à mademoiselle Naf par cet avocat.
ce ministre, cet élu. Il courait derrière un dessein la séduire. Guillemets. Je sais, ce n'est guère poli de forcer la main à ma belle inconnue croisée un matin puis un soir revue au hasard d'une rue. Fin de guillemets. Petit 4. Au cours de ces années réflexives, James n'en fait qu'à sa tête. Pourquoi cherche-t-il à se démarquer du commun des mortels? N'est-ce pas choquant de prendre son temps à ne rien faire, tandis que la majeure partie du peuple de Paris court dans tous les sens? Celui-là cherche du travail à 60 ans et se voit livré au refus catégorique des employeurs. Celle-ci, étudiante, venue du Japon lointain, mannequin de prêt-à-porter, attend sa gloire en feuilletant les magazines de mode dans un salon de coiffure et souligne au rouge tous les castings pour la saison printemps-été. Ceux-là, père et mère et jeunes enfants, chassés par les services sociaux capitalistes, dorment dehors sur des cartons crasseux. Celui-là, directeur d'une banque en crise, ne dort plus depuis que la Grèce, l'Espagne et l'Irlande sont mises sous tutelle de la Banque centrale et du gendarme de la bourse, sans oublier les révoltes ou les révolutions arabes. Et cet enfant de 4 ans, de parents aveugles, le voilà en train d'accompagner son père chez le coiffeur et sa mère chez l'esthéticienne. Le voici, il crie de dépit. J'en ai marre d'être tuteur à 5 ans. Quand James sort de sa phase d'hibernation réflexive, il met du temps à ressembler à ses contemporains. Le voilà refusant d'obtempérer aux injonctions des contrôleurs du taux d'alcool dans le sang. Le voici refusant de céder la priorité à droite au carrefour des écoles. Le voilà se pointant à 6 heures du matin devant le portail de son lieu de travail. Le voici vêtu d'un tricot d'été, un matin de température nulle. Quand James finit son année réflexive anarchique, il oublie ses devoirs de citoyen, d'habitude responsable. Il mord pour un oui, il griffe pour un non. Et la meilleure? James se confond réalité et science-fiction. De fil en aiguille, il applaudit les chercheurs se basant sur un roman de science-fiction, Le parc jurassique de M. Michael Crichton, pour mener leurs recherches scientifiques. Nous marchons vraiment sur la tête, n'est-ce pas? De même, si l'on démontrait que Don Quichotte était une parodie en espagnol, une sorte de copie intelligente des Mille et une nuits, on pourrait affirmer que le monde des arts et des lettres marche sur la tête. Depuis toujours? Ou depuis la captivité de Miguel de Cervantes par les pirates algérois du XVIe siècle? La question mérite d'être posée. Chapitre 6. Petit 1. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident, en termes d'esthétique dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, suivons la nouvelle préoccupation de nos contemporains: comment réussir leur réalisation personnelle. Un exemple. Malgré sa totale quiétude familiale, une question démange Fanny, la femme de Fred. A-t-elle connu le vrai amour? Pour y répondre, elle arpente sa chambre et se dit que l'amour, le bonheur, la beauté lui sont inaccessibles. Vite, elle songe à une solution de contournement philosophique. Pour Fanny, cette solution finira par les remplacer. C'est certain. Quelle solution? Se peut-il que le net humain ne puisse pas vivre le grand amour
lors de son passage si court ici-bas, se peut-il que la nette humaine ne puisse pas accéder à la beauté tant narrée et pour laquelle finalement notre civilisation se bat dès les aurores? Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Fanny, en quête de cette beauté, a compris que l'amour, la beauté et le bonheur ne sont que des artifices, une sorte de moteur de la vie qu'elle se crée elle-même, ses raisons d'espérer. Petit 2. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident en termes d'esthétique dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, une seconde rumeur fait très peur. Proust aurait-il pastiché Sainte-Beuve? Soyons vigilants. Avant de vérifier tout ça, les deux rumeurs, une question s'impose. L'humain est-il sérieux, intelligent? C'est vrai, le net humain par moments me semble doté d'une intelligence correcte et pan, il sombre dans le vulgaire, l'inepte et l'infantile. James veut que cesse cette mascarade hirsute en attaquant les germes du fait infect à la source. Il m'appelle à 4 heures du matin et 2 secondes. Joé, je veux concasser son infantilisme à notre modernité. Bonne chance, James. De mon côté, je doute qu'il y parvienne. Ce serait, de mon point de vue, une entreprise difficile à mener à son terme, du moment que James tend lui-même, père face et néfaste, à montrer des signes d'un infantilisme assez mûr, mais pas encore prêt à surmonter la jeunesse de sa maturité. Ce n'est pas que je veuille critiquer James juste pour le rabaisser. Non. Je ne sais pas détruire les hommes, à plus forte raison quand il s'agit d'un ami d'enfance. D'un autre côté, je ne pourrais adhérer à ces paradoxes tellement grossiers que l'enfant de 5 ans peut lui rendre la balle de sa camelote et de son intelligence avariée frelatée. J'exagère sûrement. Mais une part de vérité existe dans mon envolée critique vis-à-vis de James en train de se prendre pour monsieur a toujours raison. À lire entre les lignes de sa dernière chronique, son texte pue le mensonge. Personne ne peut adhérer à sa thèse selon laquelle l'histoire peut quand même ne pas recommencer. Petit 3. James déplore le fait de voir le net humain chercher la reconnaissance à tout prix, le pauvre. Lamentable, ignorant d'ignorer béotien, il se prend pour un poète. Il se considère comme un illuminé sous prétexte de manipuler avec habile dextérité les gadgets électroniques pour se raser, bosser, boire, communiquer, voyager, manger, se laver, voler, tuer, étudier, mentir, écrire, s'inventer des vies, des histoires, des voyages, des films. Par ce tapage, le net humain veut toucher le Graal d'une nouvelle légende. Surtout, il oublie que la poésie ou l'art
ne sont ni un métier, ni une science exacte, ni une source financière certaine. En tout cas, ni James ni moi n'écrivons pour gagner des sous. Ce n'est pas le cas de Lika, une voisine, ou bien la femme de ménage de James. Elle voudrait gagner son pain grâce à sa passion, les nouvelles et la poésie versifiée et rimée. Hier, James m'en a lu une. Elle s'intitule « Un sac de bonbons ». Guillemets. Un chat, des trous. Une souris, des champs. Un bois, un loup. Une armée, un camp. Une ville, un square. Une foule notoire. Une salle de classe, une mouche qui passe. Fin de guillemets. Petit 4.